Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Gabriel. Je suis professeur de l'Université de Berne en Suisse et comme vous le savez, je poursuis mon congé sabbatique ici en Afrique francophone. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans les bureaux de la revue scientifique des Annales africaines de médecine. Mon invité est le professeur Jean-Marie Kayembe. Jean-Marie m'avait chaleureusement accueilli il y a plus de 6 ans ici à l'université alors qu'il était le doyen de la faculté de médecine. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hugues. Un grand merci pour accepter d'accorder un peu de ton temps pour nous. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à nos auditeurs? Oui, je suis Jean-Marie Kayembe, professeur de pneumologie et de physiologie respiratoire à la faculté de médecine de l'UNIKIN, doyen honoraire de la faculté de médecine. J'y ai passé 6 ans, c'est alors que j'ai connu Hugues, qui aujourd'hui va organiser cet élément sonore, audiovisuel, à travers lequel j'espère nous dirons un petit peu notre vision à tous les deux des rêveurs. Mais je pense que tout dans la vie, les bonnes choses en tout cas, commencent par un rêve. Bien, rêvons avec les pieds sur terre. Je me pose fréquemment, initialement, la question qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu comment est-ce que jeune étudiant, tu te projetais médecin. Quels avaient été tes modèles, quelles avaient été tes motivations pour étudier la médecine? Motivation pour étudier la médecine, je suis un fils d'un infirmier. Mon papa n'a jamais été médecin, mais je suis infirmier, formé au niveau le plus bas. Mais j'ai vu chez cet homme un altruisme extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui mobilisait, qui avait l'amour des patients, parce qu'il les soignait parfois même à la maison, chez nous. En tout cas, mon désir de faire la médecine est parti du berceau, pratiquement, de la famille. Ensuite, je suis venu à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, après avoir transité pour mes études mes humanités par le petit séminaire de Kabwe, au Kasaï occidental, qui prédestine à la prêtrise. Mais j'avais cette vocation de devoir faire médecine et Dieu merci, le rêve est devenu réalité. Je suis aujourd'hui médecin. Dans cette carrière qui me paraît longue, j'imagine, avec des postes à haute responsabilité, quels sont les moments particulièrement de fierté que tu peux partager avec nous? J'ai revu en une vidéo que j'ai réalisée en 2015. Je venais d'être fraîchement élu doyen de la faculté de médecine et j'étais à Bruxelles. Interviewé par une radio YouTube, c'est Panique, il me semble. J'ai revu il y a moins de 3 semaines. Là, j'ai relaté, parce qu'il me demandait un petit peu ce que je pensais de la faculté, etc. J'ai relaté ma vision de la faculté de médecine, qui était, entre autres, transformer l'environnement, la faculté était jadis très difficilement accessible, mais aussi investir dans les techniques d'enseignement à distance. J'en ai eu des larmes aux yeux, je dois avouer, en remarquant que 3/4 de ce que je disais en ce moment-là a pu, pas seul évidemment, avec l'appui et l'accompagnement d'un leadership transformationnel, un certain pourcentage de collaborateurs, nous avons pu réaliser beaucoup de nos rêves. Beaucoup reste encore à faire, absolument. Le plus grand succès également, à mon humble avis, c'est celui d'avoir, pendant mon mandat comme doyen, doté cette faculté d'un plan stratégique. Nous avons élaboré un plan stratégique de 2017 à 2021. Les objectifs ont-ils été atteints? Pas tous, évidemment, et d'ailleurs très faiblement.
Mais c'est un peu la faiblesse globale de notre système qui n'est pas toujours subventionné à une hauteur convenable. Je me réjouis déjà d'avoir obtenu cela pour la faculté. Également, comme grand fait, je retiendrai la création du collège de doyens. Nous sommes dans un pays où ouvrir une faculté, on a l'impression que parmi les plus faciles à ouvrir, ce sont les facultés de médecine, en ne tenant pas compte absolument de l'infrastructure humaine, ni en bâtiment, ni en équipement. Nous nous sommes dit que trop, c'était réellement trop, et que le collège de doyens pouvait se positionner vis-à-vis des politiques comme un organe de contrôle, sans jouer le rôle de l'ordre de médecins, mais réglementer un tant soit peu la formation du médecin. Et là, j'ai pu, en partant du décanat, laisser sur la table la révision du curriculum de formation, ayant deux axes particuliers, davantage de travail pour l'apprenant, mais également et surtout, c'est embryonnaire, je le reconnais, l'enseignement par le modèle de simulation. Nous devrons y arriver. La simulation apportant, en plus de compétences théoriques, des compétences pratiques, mais avec en moins, de manière évidente, le stress. On apprend mieux de cette façon-là. Nous devons encore nous développer dans le sens du laboratoire de simulation. Bien sûr, l'enseignement à distance qui tarde encore réellement à s'implanter comme il faut, mais il y a déjà quelques mouvements timides de conférences par Zoom, etc. Je citerai, nous venions de l'apprendre ensemble, le service de pédiatrie de l'université de Kinshasa, qui, lui, organise ses réunions par Zoom. Le rêve est que l'enseignement pour tous, et surtout en cette période de Covid, l'enseignement à distance est réellement à développer, avec bien sûr l'implication de nos partenaires de bonne volonté, mais avant tout de notre État. Bravo pour tous ces achievements, comme on dit en anglais. À présent, tu y as fait allusion, on est dans cette période d'épidémie Covid-19. Tu y es très impliqué ici à différents niveaux. Quelles sont pour toi les particularités de cette épidémie dans ce pays, à Kinshasa, toi qui connais naturellement bien les autres situations dans le monde entier? Oui, les particularités, je les vois en termes de challenge à surmonter. Le premier, c'est notre faiblesse dans le dépistage. La stratégie pour être totalement efficiente, c'est dépister, traiter, isoler et traiter, absolument. Mais nous dépistons très peu, nous avons peu de tests pour y arriver. C'est déjà un grand défi qu'il faut absolument relever. Jusqu'aujourd'hui et au début, nous n'avions qu'un laboratoire, le laboratoire national de l'Institut national de recherche biomédicale, qui est au centre-ville, qui avait la capacité de poser même le diagnostic de Covid. Aujourd'hui, il y a une certaine décentralisation, l'université peut le faire, et quelques centres de traitement commis à cette besogne peuvent aujourd'hui réaliser, mais encore très faiblement, le diagnostic de Covid. Ça, c'est un premier défi. Nous n'avons pas et toujours suffisamment d'équipements pour pouvoir prendre en charge le pourcentage, même s'il n'est pas très très élevé, il est tout de même important, les cas sévères de Covid nécessitant des soins intensifs. Nous n'avons par exemple pas la possibilité, via les optiflots, de donner de l'oxygène à haut débit, qui permet d'éviter parfois la ventilation invasive dont on sait que le pronostic demeure encore très réservé. C'est seulement il y a très peu de temps que l'État qui prend en charge le traitement des malades covidiques a pu, avec l'appui notamment de la Banque mondiale, prendre en charge aussi les comorbidités chez ces patients qui sont un grand facteur péjorant le pronostic de ces malades. Un plus grand problème, c'est celui de la communication pour le changement de mentalité.
lorsque vous faites un tour à travers la ville, difficile, extrêmement difficile de faire accepter et surtout appliquer les mesures barrières, comme le refus de grandes agglomérations, de grandes foules, le port du masque, mais aussi même le déni de la maladie. Cette maladie Covid n'est pas toujours acceptée dans la population congolaise. Nous avons un profil particulièrement différent par rapport à l'Europe, ça c'est toute l'Afrique subsaharienne, où nous n'avons pas un nombre important, même en sous-diagnostiquant, je le reconnais, des cas, encore moins la statistique mortuaire est loin d'être effrayante comme elle est aujourd'hui dans le monde développé. Plusieurs raisons à cela. Certaines sont certainement d'ordre environnemental, d'autres d'ordre organisationnel, parce que nous sommes, nous, aujourd'hui, à notre 12e gestion de l'épidémie d'Ebola. On dirait que nous avons un certificat de compétence dans la gestion des épidémies. Cela a quand même aidé la plupart des pays africains. Notre système de santé qui est organisé en zones de santé. Le pays qui est un sous-continent a plus de 500 zones de santé, toutes connectées au niveau central, mais la connexion au niveau central ne voudrait pas dire tout centraliser. Nous avons une gestion et nous souhaitons davantage qu'elle le soit au niveau des divisions provinciales de la santé dans toutes nos provinces. Sur les 26 provinces du pays, aujourd'hui, 22 ou 23 sont touchées. Mais Kinshasa demeure encore l'épicentre avec cette deuxième vague que nous sommes en ce moment en train de gérer. J'aimerais revenir un petit peu au monde académique. Et une chose qui me paraît intéressante, c'est le fait que nous vivons ici à Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone du monde. Votre enseignement ici, effectivement. Votre enseignement se fait en français. L'Afrique, le continent africain est multilingue, mais j'ai tout de même l'impression que le français y trouve une place un petit peu difficile, surtout dans le monde académique. Comment est-ce que tu vois ceci et comment est-ce que tu vois aussi le futur de la place du français dans le monde académique africain? Oui, nous avons une sorte de distinction entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, lusophone étant un film parti. Dans toute l'Afrique francophone, le mode d'enseignement, les manuels, la langue de l'administration demeure toujours encore le français. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, à part le français, nous avons quelques langues nationales qui répondent un petit peu à la configuration géographique. Il y en a 4. Mais l'enseignement, la langue de communication entre ces différents groupes ethno-linguistiques demeure et reste encore le français. Le malheur, il faut le reconnaître, ce français, comment est-il perçu ou enseigné à l'heure actuelle? Nous n'avons même plus les anciens instituts d'enseignement, de formation des enseignants, comme était l'Institut pédagogique national, qui aujourd'hui est commué en Université pédagogique nationale. On pense qu'il faut être université pour avoir suffisamment de... Mais qu'est-ce que nous perdons? Ça me rappelle un peu l'aventure ambiguë d'un auteur sénégalais, Cheikh Midou Kané, qui disait « Ce qu'ils apprendront vaut-il ce qu'ils oublient ?» Donc, en apprenant l'à peu près en ce qu'on peut dire comme étant le français, appelons-le le français facile, finalement on acquiert des compétences transmises de manière tangentielle. Ces compétences, comment sont-elles? Elles sont vouées à être également tangentielles. Beaucoup d'efforts doivent être entrepris, à mon humble avis, dans le sens, à la base tout au moins, de développer l'enseignement dans la langue de la sensibilité individuelle. Il y a des choses que l'on ne peut pas traduire. Donc nous sommes des acculturés, quoi qu'il en soit, et il y a quelques années, le français s'enseignait correctement.
Aujourd'hui, honnêtement, prenez un jeune homme qui sort fraîchement de l'université, il est obligé de tout faire en français, mais quel français? C'est une interrogation importante, à mon humble avis. Donc un plaidoyer pour la continuation de l'enseignement en français et l'importance du français dans le monde académique francophone en Afrique. Je pense qu'il faut, parce que c'est aussi la langue de communication entre nous, le français, mais on s'aperçoit lorsqu'on va à l'international, un petit peu en congrès, que même en France et en Suisse parfois, tout commence à se faire en anglais. Nous avons un petit retard par rapport au monde anglophone quant à ce. Nous essayons de faire, nous aussi à l'international, des publications en anglais, mais c'est en passant par l'écrire en français, penser en français et traduire en anglais. Vous comprenez un petit peu ce qu'il y a. Les efforts commencent quand même à être conjugués dans le sens de donner, d'enseigner également et aussi, dans une certaine mesure, l'anglais à partir d'un certain niveau. Mais je suis pour améliorer et stabiliser d'abord l'enseignement du français. J'en arrive à ma dernière question. Qu'est-ce que tu désires le plus chaleureusement, le plus important pour les prochaines générations des médecins et des scientifiques étudiants ici à l'Université de Kinshasa? Oui, je voudrais que le type d'enseignement pour ces futurs étudiants ne soit pas uniquement une accumulation de connaissances théoriques. Un accent particulier doit être mis sur l'acquisition de compétences pratiques, celles dont la population a besoin, pour que les missions de l'université qui sont l'enseignement, la recherche et les services à la communauté soient le plus efficients possible. C'est ici que je souhaite absolument un investissement de l'État et des partenaires en tout genre dans le sens de le e-learning, l'enseignement à distance, mais aussi le développement de l'enseignement par les laboratoires de simulation. J'en fais personnellement un credo et je suis sûr que cela, en faisant davantage travailler les apprenants, nous permettra d'obtenir un produit de qualité pour que le slogan de couverture santé universelle cesse d'être un slogan, mais soit une réalité dans notre pays. Un tout grand merci, mon cher Jean-Marie, pour cet entretien. Merci aussi à vous toutes et vous tous pour nous suivre régulièrement. Je me permets de vous rappeler que mon prochain podcast sera enregistré ici, à Kinshasa, en RDC, où je me trouve encore pour quelques mois. Et si vous êtes intéressé comme moi par ces défis de la vie académique en Afrique francophone, je vous propose de vous inscrire sur notre site abriellab.org, abriellab.org. Je vous dis au revoir depuis l'Université de Kinshasa et je me réjouis de vous retrouver. Merci beaucoup.